Bonjour, je me présente, Sururi Aish, professeur agrégé en épidémiologie. Je vais vous présenter ce cours intitulé Économie de la santé. Ce cours est dédié aux étudiants de 5e année médecine dans le cadre du certificat de médecine préventive et sociale et économie de la santé. Au terme de ce cours, l'étudiant doit être capable de définir l'économie de la santé, reconnaître les différents types de dépenses de santé, énumérer les caractéristiques du marché de soins, citer les déterminants de la consommation médicale à l'échelle individuelle et collective, définir les différents types de coûts, proposer des moyens pour la maîtrise des dépenses de santé et enfin définir les différents types de l'analyse médico-économique. Alors, la question qui se pose en lisant le titre du secours, Économie de la santé. Donc vous dites, nous sommes médecins. Pourquoi étudier l'économie? Donc je vous réponds, il ne faut pas se placer du côté du prestataire de soins, c'est-à-dire du côté des médecins, pour comprendre ce cours, mais plutôt du côté du patient. Lorsque vous avez un proche qui est malade, vous voulez certainement le soigner avec le meilleur de ce qu'a donné la science à ce moment. Mais derrière ça, il y a aussi de l'argent à payer, qui dans le secteur public, c'est l'État qui doit se charger de tout ça. Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous que la santé n'a pas de prix. Mais il faut être réaliste et avoir les pieds sur terre. La santé a certainement un coût. Je vais défiler devant vous quelques examens, bien sûr des examens courants, quelques traitements, quelques interventions, et vous allez voir les prix à payer pour les réaliser. C'est parfois même des chiffres vertigineux. Alors, un scanner, combien ça doit coûter? Un scanner, c'est entre 150 et 500 dinars. Une IRM, entre 350 et 800 dinars. Une angioplastie, entre 5000 et 7000 dinars. Une séance d'hémodialyse, 120 dinars par séance. Imaginez le nombre d'insuffisants rénaux au stade terminal en Tunisie, avec 3 séances par semaine pour malade. Et bien sûr, pour chaque malade, c'est pour plusieurs années. Donc, c'est des chiffres vraiment très importants. La lithotricie, 700 dinars la séance. La radiothérapie, 500 dinars la séance. La circulation extracorporelle pour cœur ouvert, entre 9000 et 14000 dinars. Le TAVI, remplacement valvulaire par voie percutanée, 55 000 dinars. Une cure de chimiothérapie par Maptera, c'est 40 000 dinars la cure. Une cure d'antibiothérapie par le Tigacil, 1000 dinars la cure. Alors, c'est énorme ces chiffres, non? D'autant plus que vivre en bonne santé, c'est un droit humain et que chaque pays doit être capable de résoudre les problèmes sanitaires dont souffre leur population. Pendant longtemps, la santé n'a pas eu de prix. Toutefois, l'expansion de la demande, difficile à maîtriser, principalement à partir des années 70, et l'inflation des dépenses qui en a résulté, a permis de prendre véritablement conscience d'une évidence, la santé avait un coût. L'économie de la santé, donc cette économie de la santé qui est devenue une science très importante, s'est imposée comme une discipline à part entière. Les économistes ont peu à peu investi le secteur de la santé. Donc la question qui se pose, pourquoi faut-il maîtriser les dépenses de santé? C'est tout simplement, et comme vous le voyez sur cette figure, les ressources s'amenuisent
et les dépenses s'accroissent. Et du coup, il est urgent de rétablir l'équilibre par différentes mesures que nous allons découvrir ultérieurement ensemble. C'est quoi l'économie? Et c'est quoi l'économie de la santé? L'économie, c'est une science qui étudie la façon dont les personnes et la société produisent et consomment les ressources. L'économie de la santé, c'est une branche de l'économie qui traite la production des biens et des services médicaux, leur répartition, l'accès aux soins et la formation des prix. Quel est le lien entre santé et économie? L'économie de la santé appelle un compromis, celui de la santé, dont la finalité est de toujours mieux soigner, et celui de l'économie qui est de toujours mieux dépenser. Donc, elle permet une allocation optimale de ressources rares. En d'autres termes, elle permet de satisfaire des besoins illimités par des moyens limités. Mais une remarque très importante, c'est que la plupart des règles qui régissent l'économie du marché ne sont pas applicables telles quelles aux soins de santé, et on va voir tout à l'heure pourquoi cette différence. Avant d'entrer dans les détails de l'économie de la santé, il importe de reconnaître les acteurs du système de santé et de définir les relations entre eux. Donc, nous avons les patients, les consommateurs de soins, les prestataires de soins, les médecins, et les payeurs, c'est-à-dire l'État et les assureurs. Entre patients et médecins, la relation est de demande et offre de soins. Entre patients et payeurs, c'est une relation d'assurance, et entre médecins et payeurs, la relation est d'achat de soins. Bien sûr, pour éviter tout abus ou confrontation ou tension, il y a bien sûr toujours un système régulateur. Quelle est la différence entre la macro et la microéconomie? En matière de santé, la voie macroéconomique est dédiée à l'analyse des interactions et des corrélations des marchés de soins médicaux et de l'assurance maladie, ainsi que du système financier du secteur, et ce selon une vision d'ensemble. La mesure des variables se fait à l'échelle de la nation. La microéconomie, c'est l'analyse du comportement économique au niveau des entités individuelles, telles qu'un consommateur ou un vendeur ou encore le prix sur le marché d'un produit déterminé. Commençons par l'approche macroéconomique. Alors, quels sont les buts de la comptabilité nationale? La comptabilité nationale, elle vise à représenter l'économie tout entière sous une forme simplifiée. Prévision, planification, etc. Elle fournit une maquette de l'économie nationale qui permet de décrire de façon exhaustive l'ensemble des opérations économiques essentielles de l'activité nationale, production, répartition, consommation. Un agrégat, c'est une grandeur synthétique caractérisant l'activité économique d'un pays durant une période déterminée, établie à partir des données fournies par la comptabilité nationale. On distingue au sein de la comptabilité nationale deux types de comptes, les comptes du cadre central et les comptes satellites. Les comptes du cadre central sont constitués des agrégats de base qui reflètent l'activité économique globale du pays. Il s'agit du produit intérieur brut, le PIB, et le produit national brut, le PNB. Quant au compte satellite, il analyse l'activité de certains domaines importants pour le bien-être collectif. Parmi ces comptes satellites, on note les comptes de la santé qui sont établis chaque année et fournissent des données sur la dépense nationale de la santé. Revenons au compte du cadre central, le PIB et le PNB. On va commencer par le PIB. Le PIB, c'est la valeur totale de la production interne des biens et des services dans un pays au cours d'une année par les agents résidant à l'intérieur du territoire national, la richesse créée.
C'est aussi la somme des valeurs ajoutées. La valeur ajoutée, c'est la différence entre la valeur des biens et des services produits et la valeur des biens et des services utilisés au cours du processus de production. En d'autres termes, le PIB, c'est une différence entre la production totale et les produits consommés. Je reviens à la richesse créée par l'entreprise. Ce n'est pas constitué par sa production des biens et des services, mais par sa contribution à cette production. Donc, pour comprendre en quoi consiste cette contribution, partons d'un exemple. 3 entreprises qui unissent leurs efforts pour obtenir une production de pain. Une exploitation agricole qui produit du blé à partir de la semence. Une minoterie produit de la farine à partir du blé et la boulangerie qui produit du pain à partir de la farine. Donc chacune de ces entreprises réalise une production de biens, mais les productions ne s'ajoutent pas. À l'issue du processus, il n'existe plus que le pain. Donc la semence, puis le blé, puis la farine qui ont été successivement transformées pour finalement devenir du pain, qui est la composante de la consommation finale des ménages. Donc, c'est de la richesse créée par la nation. Donc, les agents économiques qui créent de la valeur sont les entreprises, les organisations ou encore le secteur public. Donc, pour l'ensemble des agents économiques, la somme des valeurs ajoutées d'un pays constitue le PIB. Et puis, cette richesse, c'est-à-dire le PIB, va être répartie sur tous les domaines et les secteurs d'un pays, et le choix de la proportion de chaque secteur dépend des pays. La santé, c'est l'un des secteurs qui a besoin de l'argent. Alors, je vous donne un exemple pour illustrer le choix des pays dans l'attribution du PIB. Nous allons voir le pourcentage du PIB consacré à 3 domaines différents, qui sont la santé, le secteur militaire et l'éducation dans 3 pays différents. La Tunisie, l'Israël et la Suisse. Alors, dépenses en santé. La Tunisie consacre 7% du PIB pour la santé. Israël 7,5%, la Suisse 11,3%. Militaire, la Tunisie dépense 1,8% du PIB. Israël 5,8%. La Suisse 0,8% ou 0,7%. Pour l'éducation, Tunisie 6,2%, Israël 5,6% et la Suisse 5,3%. Donc vous voyez très bien, pour la santé, c'est plutôt la Suisse qui dépense le plus. Pour les militaires, c'est surtout Israël. Et pour l'éducation, c'est presque la même chose pour les 3 pays. C'est bien sûr, la source c'est la Banque mondiale, c'est en 2012. Maintenant, le PNB. Le PNB mesure l'ensemble des biens et des services obtenus dans l'économie nationale au cours d'une année. Le PNB, c'est le PIB plus l'importation des revenus des Tunisiens résidant à l'étranger, moins l'exportation des revenus des non-tunisiens, c'est-à-dire les entreprises étrangères qui sont implantées en Tunisie. Alors, maintenant, on va passer au compte satellite et plus particulièrement au compte de la santé. Alors, l'idéal dans le marché de la santé, c'est l'adéquation entre besoins, demande et offre. Mais ceci étant très difficile à obtenir. En fait, il existe plusieurs facteurs qui agissent sur la demande, d'autres agissent sur l'offre. Ceux-ci vont rendre la consommation médicale de plus en plus élevée, d'où une explosion des dépenses. Plusieurs types de dépenses sont incluses dans le terme dépenses de santé. C'est un peu comme les poupées russes, l'une emboîtée dans l'autre. Alors, la dépense de santé, c'est les dépenses courantes de santé et les dépenses en capital. Les dépenses courantes de santé, c'est la consommation médicale totale et les dépenses collectives. La consommation médicale totale renferme, entre autres, la consommation de soins et des biens médicaux et la consommation de soins de médecine préventive.
Donc maintenant, on va à l'envers avec des exemples pour mieux assimiler. La consommation de biens et de soins et de biens médicaux. C'est les soins hospitaliers, c'est les soins ambulatoires, les transports sanitaires et tous les biens médicaux comme la pharmacie, les prothèses, l'optique, petits matériels, pansements. C'est tout ce qui est utilisé dans les soins. La consommation de soins de médecine préventive. C'est entre autres la médecine du travail, médecine scolaire, PMI, protection maternelle et infantile, autres bien sûr, l'alcoolisme, toxicomanie, maladie mentale, et bien sûr aussi des dépenses collectives comme l'enseignement, la recherche, etc. Donc tout ça fait la consommation médicale totale. Maintenant, la consommation, la dépense collective. Donc c'est l'enseignement, la recherche, etc., la gestion générale, l'indemnité, l'aide aux personnes âgées en établissement, les dépenses de subvention. Bien sûr, consommation médicale totale et dépenses collectives, c'est les dépenses courantes de santé. Les dépenses en capital, c'est une forme de dotation de l'État au capital des entreprises publiques favorisant la réalisation ou la rénovation d'infrastructures. Donc tout ça, dépenses courantes plus dépenses en capital, font bien sûr la dépense nationale de santé. Passons maintenant à l'approche microéconomique. Alors, comme tout marché, on va parler d'offres, de demande et de mécanismes de marché. Dans un marché de concurrence parfaite, la rencontre entre l'offre et la demande se fait via le marché. La concurrence et le système des prix ont tendance à égaliser les quantités demandées et les quantités offertes. Quelles sont les conditions à réunir pour obtenir un marché à concurrence pure et parfaite? Il y a l'atomicité, c'est-à-dire un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs pour éviter les distorsions et les accords sur les prix. Il y a aussi l'indépendance entre l'acheteur et le vendeur, la liberté d'accès au choix, surtout au marché, la transparence, c'est-à-dire une parfaite information des acheteurs et des vendeurs, l'homogénéité, on ne peut choisir qu'entre des produits homogènes, les produits doivent être identiques et donc substituables entre eux. En effet, si les produits sont trop différents, ce n'est plus le choix, c'est une préférence. Si on réunit ces caractéristiques, on obtient une concurrence parfaite et pure. Mais en réalité, le marché de soins il est différent du marché classique. Et la santé, c'est un marché particulier. Quelles sont les spécificités du marché des soins? Premièrement, activité non programmable. Accès au marché réglementé. Consommateur n'est pas totalement indépendant. Réglementation des prix. Couverture sociale. Asymétrie d'information et mécanismes régulateurs. Alors, commençons par l'activité non programmable. C'est parce que la survenue de la maladie a un caractère aléatoire, donc par conséquent, la demande de soins elle est aussi imprévisible. Accès au marché réglementé, surtout par les diplômes de qualification, par le numerus clausus, etc. Consommateur n'est pas totalement indépendant, surtout du côté de la demande. Le patient consommateur n'est pas totalement indépendant de la quantité et de la qualité. Réglementation des prix. En fait, les prix sont fixés de manière conventionnelle. Couverture sociale. La prise en charge des soins est souvent socialisée, couverture sociale. La demande est individuelle, mais le financement il est collectif. Et du coup, il peut y avoir bien sûr des relations comme l'asymétrie d'information. C'est lorsque le médecin détient l'information médicale et lorsque le patient détient l'information sur son état, souvent inobservable par la compagnie d'assurance. Donc, pour contrecarrer à ces comportements qui sont qualifiés d'alias moraux, il y a
des mécanismes régulateurs qui sont mis en jeu du côté du professionnel de santé, comme l'obligation professionnelle, l'éthique, responsabilité personnelle, et du côté des organismes d'assurance maladie, comme la mise en œuvre de modalités de sélection et de contrôle. Un certain nombre de facteurs influent la consommation médicale. On les différencie en deux grands groupes, selon que l'on envisage leur action au niveau individuel ou bien à l'échelle collective. Commençons par l'échelle individuelle. Quels sont ces facteurs qui influent la consommation? Donc il y a la psychologie, il y a l'âge, il y a le sexe, il y a la couverture sociale, la taille de la famille, le lieu de résidence, le niveau socio-économique et la profession. Pour les caractéristiques psychologiques des individus, la demande de soins est fonction de besoins ressentis, de la perception de la maladie et de la croyance dans l'efficacité du système de soins qui déclenche le recours aux soins et la transformation du besoin en une demande. L'âge et le sexe. Donc, ils jouent un rôle important. Les hommes consomment en moyenne moins que les femmes, ce qui est lié essentiellement à leur moins grande longévité. En effet, pour les femmes comme pour les hommes, l'âge est un facteur essentiel de recours aux soins. La variation de consommation médicale en fonction de l'âge des femmes comme celle des hommes traduit à un moment donné deux phénomènes: le stade physiologique du développement et l'augmentation des infirmités et des affections avec l'âge. Donc on voit très bien que la courbe, elle va augmenter, elle va croître avec l'âge. Et l'effet de génération qui intègre à la fois l'évolution des connaissances et des techniques médicales au cours du temps et les comportements des patients face à l'offre de soins et de traitements médicaux. Donc globalement, comme vous voyez sur cette figure, les dépenses médicales sont élevées pour les nourrissons, donc c'est surtout les âges extrêmes, donc les nourrissons. Puis elles décroissent rapidement pour atteindre un minimum à 10 ans et en plus, elle va augmenter ensuite de manière régulière et de plus en plus rapide avec l'âge. Donc à l'adolescence, la consommation médicale des femmes jeunes, du fait de la conception et de la maternité, elle est plus importante que celle des hommes. Donc ici, vous voyez que l'adolescence, c'est surtout les femmes qui consomment. Mais à l'âge adulte et à l'âge donc sujet âgé, c'est surtout les hommes qui consomment. Sur le plan quantitatif, la consommation donc bien sûr varie en fonction de la catégorie aussi et du niveau social. C'est-à-dire consommation inférieure à la moyenne, c'est surtout les catégories des indépendants, artisans et commerçants. Consommation moyenne, c'est surtout les agriculteurs et les ouvriers. Et la forte consommation, c'est surtout les employés et les cadres supérieurs. En revanche, les différences selon le niveau social sont beaucoup plus nettes lorsqu'on s'intéresse à la structure de la consommation. Surtout, les catégories sociales favorisées, c'est des soins de ville, soins spécialisés, automédication, alors que les catégories sociales défavorisées, c'est surtout l'hospitalisation et les soins de médecine générale qui sont les plus consommés. La situation géographique, le degré d'urbanisation a une influence sur la consommation médicale. En moyenne, les citadins consomment en soins plus que les ruraux. La taille des ménages, la consommation par individu est d'autant plus forte que la taille du ménage est petite. C'est ainsi que les célibataires ont une consommation plus élevée que les membres de familles nombreuses. La couverture sociale, les individus bénéficiant d'un niveau élevé de couverture sociale, mutuelle, assurance complémentaire, etc., consomment logiquement plus que les autres. En revanche, la consommation est relativement faible de certaines catégories sociales telles que les indépendants et en partie bien sûr sous-tendu par le niveau plus faible de protection sociale. Maintenant, à l'échelle collective, on distingue classiquement les facteurs liés à la demande, les facteurs liés à l'offre et les facteurs liés à la demande et à l'offre à la fois. Les facteurs liés à la demande. Des facteurs démographiques, des facteurs épidémiologiques, économiques, sociaux et culturels.
Commençons par les facteurs démographiques. Comment ils peuvent influer la consommation? Alors, la réduction de la fécondité, plus encore que l'augmentation de l'espérance de vie aux âges avancés, détermine un accroissement de la proportion des sujets âgés dans la population, ce qui entraîne une demande accrue de soins, et ce phénomène va s'accentuer du fait de l'arrivée dans les classes d'âge élevé des générations bénéficiant d'une protection sociale de plus en plus performante. Voilà l'évolution de l'indice synthétique de fécondité en Tunisie depuis les années 60 jusqu'aux années 2000. Il s'agit d'une chute spectaculaire de la moyenne de nombre de naissances par femme. Donc ça se confirme, notre population tunisienne est en train de vieillir et bien sûr ça va influer la consommation médicale, surtout avec l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques. Voilà, ici vous voyez l'indice de fécondité par gouvernorat. Pour la plupart c'est nettement au-dessous, plutôt donc c'est au-dessous du seuil de renouvellement des générations qui est 2,1. Donc c'est une population qui est en train de vieillir partout en Tunisie, dans quelles que soient les régions. Donc ici on voit aussi notre pyramide des âges qui est en train de se rétrécir à la base, s'élargir au sommet. Donc ici il est en train de se rétrécir à la base. Donc vous voyez ici il se rétrécit. Par contre il est en train de s'élargir pour les tranches d'âge les plus élevées. Maintenant les facteurs épidémiologiques. On assiste depuis quelques années, ou plutôt depuis quelques décennies, à une évolution de la morbidité, dominée par les maladies dégénératives dites de civilisation, les cancers, les accidents, les maladies cardiovasculaires, etc., aux dépens des maladies infectieuses, bien sûr à l'exception du sida. La maîtrise de ces affections s'avère difficile et impose souvent une prise en charge tant diagnostique que thérapeutique de plus en plus coûteuse. Maintenant, les facteurs économiques. L'accroissement du niveau de vie en augmentant la solvabilité des consommateurs a joué un rôle manifeste dans l'inflation des dépenses de santé. C'est en effet le poste qui a augmenté le plus vite dans les dépenses de ménage en période de croissance économique. Dans la dernière décennie, et en raison du ralentissement important de la croissance, on assiste à une stagnation puis une diminution de cette inflation. Donc vous voyez que ici le revenu par habitant de la Tunisie a déjà plus que doublé entre 1994 et 2007. Donc il a passé de 1700 et quelques vers 3500 et quelques, selon le tableau sur l'évolution du niveau de vie établi par l'Institut national de la statistique. Donc l'accroissement du niveau de vie en augmentant la solvabilité a joué un rôle très important dans cette influence, plutôt dans cette inflation des dépenses. Maintenant, les facteurs sociaux. La généralisation d'une couverture sociale de plus en plus élaborée, avec notamment la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, entraîne logiquement un accroissement de la consommation. L'effet freinateur de la demande de soins recherché par l'avance des fonds est souvent rendu inopérant par le mécanisme du tiers payant. Il en est de même pour le ticket modérateur. Malgré les augmentations successives de son taux, il fait souvent l'objet d'une prise en charge par les mutuelles et les assurances complémentaires. Donc vous voyez ici comment a évolué le taux de couverture sociale en Tunisie. Il a bien grimpé. Maintenant, les facteurs culturels. La diffusion, la vulgarisation de l'information dans le domaine de santé par différents canaux, la télévision, les journaux, etc., suscite très probablement l'expression de besoins jusque-là occultés. Donc maintenant, les facteurs liés à l'offre, c'est-à-dire les facteurs démographiques, technologiques, structurels et organisationnels. Les facteurs démographiques, c'est la démographie médicale. Ici, on parle ici de démographie médicale qui est en question. L'étude de la consommation de soins en fonction de la densité de médecins met en évidence une élasticité de la demande par rapport à l'offre.
ce qui signifie que plus la densité de médecins augmente, plus la consommation de soins est élevée. On observe toutefois un effet de seuil qui se traduit par une saturation de la consommation au-delà d'un certain niveau de densité médicale. Ce seuil semble être atteint pour les médecins généralistes ainsi que pour certaines spécialités, ce qui explique que la création de nouvelles clientèles en médecine libérale peut être difficile, notamment dans les secteurs très médicalisés. Donc voilà une courbe montrant l'évolution de la densité médicale généraliste et spécialiste entre 2000 et 2009. Voilà, c'est une courbe qui est nettement ascendante. Sur ce tableau, donc, vous voyez l'évolution des effectifs des médecins en Tunisie à l'horizon de 2024. Donc, vous voyez sur la ligne verte la densité médicale en médecins par 100 000 habitants qui passera de 123 en 2009 à 310 en 2039. C'est-à-dire qu'il va presque tripler. Les facteurs technologiques influent la consommation. En fait, les progrès techniques et thérapeutiques permettant de proposer des traitements à des malades autrefois condamnés, exemple la dialyse, les greffes, les thérapies cellulaires et géniques, ou de développer de nouveaux modes de diagnostic, exemple IRM, scanner, etc., qui sont souvent avec des coûts très très élevés, car contrairement à ce qui se passe dans le système économique général, il n'y a pas ou peu dans le domaine médical d'effet de substitution. Ainsi, la mise en place de nouvelles technologies, même si elle se traduit par un gain de productivité, nécessite le plus souvent, outre l'investissement initial, l'embauche de techniciens qualifiés dont les salaires pèsent lourdement sur les coûts d'exploitation. Maintenant, les facteurs structurels. Ils concernent les dépenses en santé publique. Voilà sur cette courbe l'évolution spectaculaire des dépenses de santé dans le secteur public en Tunisie, en pourcentage du PIB entre 1996 et 2010. Donc, il a grimpé de 2,8 à peu près à plus que 3,4. Les facteurs aussi structurels. Donc, le problème, c'est que 70% des dépenses hospitalières sont consacrées au paiement des salaires et des charges du personnel et qui apparaissent difficilement compressibles. On conçoit dès lors les conséquences inflationnistes sur les dépenses de santé que peuvent avoir les accroissements de la masse salariale hospitalière, soit par une augmentation des salaires, soit par un renforcement des effectifs. Donc, maintenant les facteurs organisationnels. Certaines modalités de financement des dépenses de santé se sont avérées et s'avèrent encore pour certaines d'entre elles très inflationnistes. Il s'agit surtout pour les établissements hospitaliers du financement au prix de journée. Ce mode de financement incitait les hôpitaux à faire du remplissage pour des motifs purement gestionnaires. Il a été remplacé par le budget global qui consiste à déterminer a priori le financement dont bénéficiera l'établissement au cours de l'année suivante. Pour la médecine libérale, c'est le paiement à l'acte qui est toujours opérationnel et qui a tendance à susciter un hyperactivisme des soignants par rapport aux besoins réels. Cela peut induire le développement d'une activité purement artificielle car sans fondement médical et induite par des motifs purement économiques. Passons maintenant aux facteurs liés à l'offre et à la demande à la fois. Donc cela correspond à l'extension du champ de la médecine qui se traduit par une médicalisation de toute une série de problèmes sociaux qui lui échappaient auparavant. Il s'agit notamment du contrôle de naissance, contraception IVG, de la procréation médicalement assistée, aussi de la prise en charge de l'alcoolisme, de la toxicomanie, inadaptation scolaire, délinquance, handicap, personnes âgées. Donc ce sont de nouveaux problèmes qui sont pris en charge par le secteur de la santé. Maintenant, passons aux différents coûts en économie de la santé. Il y a les coûts d'investissement, les coûts de fonctionnement et le coût de la maladie. Donc, les coûts de fonctionnement, c'est les biens et les services dont la durée de vie est supérieure à un an, c'est les bâtiments, les véhicules, etc. Les coûts de fonctionnement, c'est les biens et les services achetés régulièrement,
c'est les consommables, médicaments, petits matériels personnels, etc. Et enfin, les coûts de la maladie qui prennent en compte les conséquences globales de la maladie sur la société. Et c'est ces coûts qu'on va découvrir ensemble, donc les coûts de la maladie. Pour les coûts de la maladie, donc faisons un zoom sur ces coûts. Il y a en fait deux types, les coûts directs et les coûts indirects. Les coûts directs provenant des ressources consommées du fait de la prise en charge. Les coûts indirects, ils représentent les pertes de productivité liées à la maladie. Donc, on va voir maintenant les coûts directs. Il y a les coûts directs médicaux et non médicaux. Les coûts directs médicaux, ces coûts recouvrent différents aspects tels que la consommation médicamenteuse, l'utilisation de ressources médicales, hospitalisation, consultation, visite médicale, examen de labo, exploration, traitement, etc. Non médicaux, c'est les frais de transport, les salaires des personnels, l'aide de domicile, donc différents coûts qui ne sont pas comptabilisés dans les coûts médicaux. Le plus délicat dans le calcul de ces coûts étant la prise en compte du coût d'amortissement des valeurs mobilières et immobilières qui ont servi plus ou moins directement pour les soins aux malades. Maintenant, on va voir les coûts indirects. Les coûts indirects, il y a les coûts tangibles et les coûts intangibles. Pour les tangibles, une maladie a un coût économique beaucoup plus important que celui des simples frais médicaux. Ces coûts recouvrent principalement les pertes de productivité à un niveau macroéconomique. Donc, ces pertes de productivité, il y aurait lieu de valoriser d'autres frais ou pertes de temps annexes pour le malade ou son entourage, frais de garde des enfants, frais de visite des patients, frais de déplacement, donc ils peuvent être aussi comptabilisés dans ces coûts tangibles. Pour les coûts intangibles, dans le cadre des coûts indirects, peuvent aussi entrer en compte ce que les anglo-saxons appellent les effets intangibles de la maladie. Ces coûts ont trait à la perte du bien-être du patient et de son entourage lié à la maladie. Donc, il s'agit essentiellement d'essayer d'évaluer les effets de la maladie sur la qualité de vie. C'est le pretium doloris, le moral du patient ou de son entourage, l'angoisse, les pertes affectives, la souffrance, l'impossibilité de pratiquer des loisirs. Donc, ces effets liés à la perte du bien-être sont bien réels mais très difficiles à évaluer en termes monétaires. Ils sont pris en considération dans les études intégrant les notions de qualité de vie. Donc la question qui se pose maintenant, devant l'explosion des dépenses due à une surconsommation médicale qui est elle-même liée à des facteurs liés à l'offre et à la demande, comment peut-on maîtriser ces dépenses? En fait, le contrôle de l'offre apparaît comme une solution privilégiée pour maîtriser les dépenses. Donc, il repose sur la constatation du rôle moteur de l'offre dans l'augmentation des dépenses de soins en médecine de ville comme en médecine hospitalière. Donc aussi la consommation, plutôt l'action sur la demande, il est possible. Donc ce que l'on peut faire, c'est écarter certaines prestations du champ de remboursement et ou diminuer le taux de remboursement ou encore surtaxer la consommation de certains produits comme l'alcool, le tabac, etc. Cependant, cette alternative est d'efficacité réduite vu la faible élasticité de la demande de soins médicaux par rapport au prix supporté. C'est-à-dire, on ne choisit pas d'être malade quand même. Le plus important, c'est l'action sur l'offre. Donc, c'est différent en médecine de ville et à l'hôpital. Donc, en médecine de ville, c'est surtout le contrôle des effectifs des médecins, leur activité aussi, ainsi que le contrôle des prix des actes et des médicaments. À l'hôpital, on peut agir aussi bien sur les équipements, c'est-à-dire la carte sanitaire qui sert à déterminer, compte tenu de l'importance et de la qualité de l'équipement public existant, ainsi que l'évolution démographique et du progrès des techniques médicales pour chaque secteur et pour chaque région sanitaire, la nature et l'importance et l'implantation des installations nécessaires pour répondre aux besoins sanitaires de la population. Activité hospitalière, le problème est plus délicat compte tenu d'un budget limité. Quelles sont les règles susceptibles d'induire les meilleurs résultats? Comment garantir
avec des ressources globalement limitées, une certaine qualité de soins. Donc la seule issue ici, c'est l'évaluation des résultats, une connaissance des coûts réels de la maladie en phase hospitalière. Enfin, le financement, le plafonnement budgétaire, c'est l'allocation pour chaque établissement d'une enveloppe annuelle de crédit, permettra de limiter les dégâts et incitera les décideurs des dépenses à mieux rationaliser leurs décisions. Maintenant, on va voir un concept très important de l'économie de la santé qui est l'évaluation médico-économique. En fait, en santé publique, toutes les interventions nécessitent la mise en œuvre d'inputs, c'est-à-dire qu'elles consomment des ressources dans le but d'atteindre des objectifs, c'est-à-dire pour aboutir à des outputs ou autrement dit des conséquences. Donc cette évaluation prend en plusieurs formes avec un objectif commun, c'est de comparer les différentes combinaisons d'inputs employés pour une intervention par rapport aux outputs obtenus. Donc intervention, ça peut être une intervention primaire, secondaire ou tertiaire, un diagnostic ou un traitement. Prévention, c'est peut-être de l'éducation sanitaire, la vaccination, le dépistage. Diagnostic, surtout une nouvelle méthode par rapport aux autres. Un traitement, un nouveau médicament, un nouveau traitement, un nouveau matériel par rapport aux autres. Donc, qui dit intervention santé publique, dit c'est différent. Donc, input, ressources consommées, output, conséquences. Donc, on va avoir aussi bien des coûts et des résultats et on va imposer cette évaluation à chaque fois qu'on dispose de deux ou plusieurs stratégies qui diffèrent en termes de coûts et de conséquences. Exemple, traitement des insuffisants rénaux chroniques ou bien par dialyse ou bien par greffe. Traitement de l'IDM par 3 stratégies médicamenteuses différentes. Donc voilà, vous voyez sur cette figure. Donc nous avons deux programmes, programme A et programme B, ayant bien sûr ici des coûts différents et des conséquences différentes et on va essayer de choisir entre A et B. Donc deux interventions A et B, ici vous voyez deux axes perpendiculaires, différence des efficacités entre A et B et un autre axe, différence des coûts entre A et B et on va essayer de voir tous les cas de figure possibles. 4 situations possibles. Dans le premier cas, la nouvelle intervention A permet une amélioration de la santé tout en étant moins chère que B. Donc situation 1, cadran supérieur gauche, une analyse médico-économique n'est guère nécessaire ici et l'intervention A est dite dominante par rapport à B. Deuxième cas de figure, A elle est moins efficace et plus coûteuse que B. C'est situation donc ici 4. Donc vous voyez ici le cadran. Donc ici on doit aussi, donc il est moins efficace et plus cher. On peut trancher, donc on ne peut pas utiliser A quand même. Les deux autres cas, lorsque A elle est plus efficace et plus cher et lorsqu'elle est moins efficace et moins chère, donc ici on doit faire l'évaluation médico-économique. Donc, quels sont les objectifs de l'évaluation médico-économique? C'est surtout éclairer des choix de société pour allocation optimale de ressources, outils d'aide à la décision en positionnant les différentes options envisageables par rapport à un seuil au-delà duquel les dépenses engagées par la collectivité seraient trop importantes par rapport à l'efficacité attendue. Et plus que de réduire les dépenses, l'objectif c'est d'aider à déterminer les stratégies qui peuvent justifier un financement de telle manière que les résultats de santé obtenus soient maximisés compte tenu des ressources limitées disponibles. En fait, il y a 4 types d'analyse médico-économique. L'analyse de minimisation des coûts, l'analyse coût-efficacité, l'analyse coût-utilité et l'analyse coût-bénéfice ou bien coût-avantage. On va voir ces différents types. Commençons par l'analyse de minimisation des coûts. Donc celle-là, c'est la plus simple, la plus pertinente lorsque les options comparées sont strictement identiques du point de vue résultat de santé
y compris en termes d'événements indésirables. Donc le problème ici va se réduire alors à la seule comparaison des ressources consommées, choix bien sûr en faveur du programme le moins coûteux. Donc ici vous voyez très bien deux interventions A et B, même efficacité, donc l'efficacité elle est la même, donc on va choisir la stratégie ou bien l'intervention la moins coûteuse. Donc c'est simple, c'est pas très compliqué ici. L'analyse coût-efficacité, c'est la plus utilisée, compare les options qui diffèrent par leurs conséquences et par les ressources aussi consommées. Elle permet de relier le coût de chaque stratégie à son effet exprimé en unités physiques, le critère retenu étant clinique. Année de vie sauvée, nombre de morts évitées, nombre de malades évitées, etc. Donc, elle permet de comparer les coûts mesurés en unités monétaires aux résultats identifiés en unités naturelles. Le seul effet est pris en compte, un seul est commun à toutes les options. Il exige la récapitulation des coûts en un seul montant et le recueil de l'information concernant l'efficacité et la rentabilité. Donc cette analyse coût-efficacité permet de déterminer la stratégie qui permettra d'atteindre un objectif d'efficacité médicale donné au moindre coût, ou bien elle permet de maximiser l'efficacité médicale compte tenu de la contrainte budgétaire. Donc quelles sont les limites de cette analyse coût-efficacité? Une seule approche d'efficacité est mise en relation avec les coûts et elle ne prend pas en compte les effets sur la qualité. Donc voilà, on va relier le coût de chaque stratégie en unité monétaire aux résultats identifiés en unité naturelle ou bien physique. Bien sûr, le critère il est étant clinique. Voici un exemple. Il s'agit d'évaluer deux stratégies de prévention de l'ostéoporose par un traitement hormonal substitutif chez la femme ménopausée. La première stratégie, c'est d'administrer aux femmes ne présentant pas de contre-indication un traitement hormonal durant 15 années, c'est-à-dire 15 ans, à partir de 50 ans. La deuxième stratégie, c'est d'administrer le même traitement, mais durant toute la vie aux femmes de 50 ans et plus. Au lieu de 15 ans, c'est durant toute la vie. La situation de référence, c'est de ne rien faire. Donc l'évaluation est faite par l'organisme qui finance les soins et le traitement hormonal. Quels sont les critères? C'est les frais d'hospitalisation pour fracture de fémur, les frais de soins à domicile, quelle que soit la cause, les frais de soins en institution aussi, quelle que soit la cause, aussi les frais engagés pour le traitement hormonal et la surveillance médicale de ce traitement et bien sûr l'espérance de vie à 50 ans, nombre de jours. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit calculer? On doit calculer le ratio coût-efficacité donc pour la stratégie moyen pour la stratégie 15 ans et pour la stratégie à vie. Donc en calculant ces ratios coût-efficacité moyen, on va trouver pour la stratégie 15 ans, c'est 7,6 millions de francs suisses par jour de vie gagné et pour à vie, c'est 3,49 millions de francs pour jour de vie gagné. Donc la stratégie à traiter à vie, elle est plus coût efficace. Donc c'est moins 2 francs pour le jour de vie gagné. Donc le ratio coût-efficacité différentiel, lorsqu'on fait la comparaison entre les deux stratégies, c'est 1,6 million de frais de francs suisses par jour de vie gagné. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on va traiter à vie, ça va coûter 1,6 million de francs suisses par jour de vie gagné supplémentaire par rapport à ne pas traiter que 15 ans. Donc quel que soit donc, le montant, ici vous voyez, la société, on doit répondre à la question quel montant la société est-elle prête à payer pour gagner une unité d'efficacité supplémentaire. On va passer maintenant à l'analyse coût-utilité. C'est une forme particulière de l'analyse coût-efficacité, mais elle intègre la qualité de vie des personnes soumises à l'intervention ou bien leur préférence vis-à-vis des résultats indiqués, surtout lorsque la qualité est un facteur important. Donc, on va utiliser ici des méthodes expérimentales. Il y a les échelles visuelles analogiques, l'autorie
et le marchandage temps ou bien le time trade-off. On mesure les pondérations de qualité de vie qu'un individu présente concernant les états de santé proposés à son évaluation. Donc, c'est les différents types d'échelles et le codage donné par le patient. Donc, échelle visuelle analogique, Paris standard ou marchandage temps. Des indicateurs synthétiques sont utilisés. Il y a les CALIS, il y a les HAIS et les DALIS. Les CALIS, c'est les années de vie ajustées par la qualité de vie qui multiplient chaque année de vie par une pondération. 0, c'est la mort et 1, c'est la parfaite santé. Les HAIS, c'est nombre d'équivalents années en bonne santé correspondant à un certain nombre d'années passées dans un état de santé donné. Les DALIS ou ABCI, c'est années de vie pondérées par l'invalidité ou années de vie corrigées d'incapacité. Donc, généralement, dans les analyses coût-utilité, les CALIS sont les plus utilisés. Donc, les CALIS, c'est exactement une qualité de vie fois nombre d'années de vie. Donc, c'est une pondération. Je vous donne un exemple. Pour la dialyse, nous avons la qualité de vie à 0,4 fois 15 ans. Ça donne 6 CALIS. Alors que la transplantation, qualité, il est meilleur. Donc, qualité 0,9. Mais le nombre d'années, c'est moins, c'est 10 ans. Alors, le CALIS, c'est 9 CALIS. Donc, la transplantation, elle est meilleure que la dialyse. Donc, je récapitule le coût-utilité, l'analyse coût-utilité. Donc, ici, on va relier les coûts en unités monétaires à l'efficacité ou bien au résultat évalué en CALIS. Donc, vous voyez ici sur cet article qui compare la transplantation rénale à la dialyse en Danemark. Ça montre que la transplantation est moins coûteuse. C'est 810 Danemark krona par rapport à 1032 pour la dialyse. Et elle a aussi une meilleure efficacité en prenant en compte la qualité de vie. Donc, c'est 4,4 CALIS versus 1,7 pour la dialyse. Enfin, on va voir l'analyse coût-bénéfice ou l'analyse coût-avantage. Elle remédie aux inconvénients des autres analyses, non considération des conséquences intangibles et l'impossibilité de comparer des résultats exprimés différemment. Alors, une valeur monétaire est associée aux résultats des différentes options évaluées. La plus puissante, mais généralement la plus délicate, elle est rarement utilisée du fait que l'évaluation en termes monétaires des bénéfices constitue vraiment un handicap et aussi l'impossibilité d'attribuer une valeur monétaire à l'état de santé aux mesures d'efficacité qualité. Donc, les solutions préconisées font recours à deux méthodes. Il y a la méthode du capital humain, c'est-à-dire mesurer le prix de la vie humaine à partir de la théorie du capital humain, valoriser les jours de vie ou de santé perdus à cause d'une atteinte au moyen d'une valeur productive de l'individu. Et il y a aussi la méthode de la disposition à payer, c'est-à-dire le willingness to pay, où l'évaluation contingente fait recours à l'interrogatoire des intéressés en vue de reconnaître leur disposition à payer pour obtenir les soins médicaux. Voilà, tout est bon en unité monétaire, que ce soit les coûts, que ce soit les résultats. Donc, voici ici un tableau qui résume surtout les unités employées pour les coûts et pour les résultats à chaque type d'évaluation. Coût efficacité, donc monétaire, unité physique. Coût utilité monétaire, CALIS. Et coût bénéfice, c'est surtout monétaire. Voici un autre tableau plus général montrant le type de l'étude, les effets de santé mesurés et les unités de l'analyse et un exemple de chaque. Donc, pour la minimisation des coûts, l'effet de santé mesuré, c'est aucun, comparaison de coûts uniquement. L'unité des résultats de l'analyse, c'est l'unité monétaire. Exemple, comparaison des coûts du traitement antibiotique hospitalier ambulatoire de l'endocardite infectieuse. Coût efficacité, donc santé, c'est unité de santé, c'est nombre de vie, d'années de vie, d'hospitalisation évitée, patient guéri. Et les résultats, c'est en unité monétaire divisé par l'unité de santé.
Donc, comparaison entre un nouveau médicament pour la maladie de Parkinson et un traitement standard. Co-utilité, l'effet de santé mesuré, c'est l'utilité, durée de vie ajustée pour la qualité de vie, QALY, et les résultats, c'est unité monétaire divisée par les QALY. Comparaison de la qualité de vie des patients diabétiques après une intervention éducative à celle des patients qui reçoivent le traitement standard. Et enfin, coût-bénéfice. Donc, l'effet de santé mesuré, unité de santé ou QALY, converti en unité monétaire, et aussi les résultats aussi monétaires. Exemple, présentation des résultats du choix d'une stratégie du dépistage du cancer colorectal à une autre sous forme des coûts uniquement, donc attribution d'un coût pour un QALY. Et voilà, merci.